Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le tabac et l'alcool, en vente libre, sont les substances les plus consommées dans le monde. Les scientifiques, pourtant, les considèrent depuis longtemps comme de véritables drogues. Consommé aux Caraïbes et en Amérique centrale comme plante médicinale ou rituelle, le tabac est découvert au XVe et au XVIe siècle par les grands explorateurs. Le français Jean Nicot initie la culture du tabac en Europe et donne son nom scientifique à la plante. Fumé, prisé ou chiqué, le tabac devient très vite à la mode et se diffuse dans le monde entier. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes fument dans le monde. Les fumeurs sont 7 fois plus nombreux que les consommateurs de drogues illégales. Concentration, éveil et mémoire accrue. C'est pourtant tout ce que la conscience peut attendre de la cigarette. Un paradoxe que le neuropharmacologue Jean-Paul Tassin étudie au Collège de France. Le phénomène euphorisant déclenché par le tabac est beaucoup plus fin que le phénomène obtenu avec la morphine, qui est beaucoup plus puissant, ou avec les psychostimulants. Mais il n'empêche que, justement, il est fin, donc ça permet de le répéter, et ça permet de l'utiliser, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Donc on peut passer une journée agréable en fumant régulièrement et en continuant à avoir une activité sociale normale. Et on a pensé pendant très longtemps que le tabac, les phénomènes de dépendance étaient liés à un des produits actifs du tabac, c'est-à-dire la nicotine. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, comme l'amphétamine, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, est consommé par les animaux de façon importante. Et très vite, ils deviennent dépendants à ces produits. Lorsque vous donnez de la nicotine à des animaux, ça ne les intéresse pas beaucoup. Les animaux fument exclusivement pour la bonne cause. Mais les messages de santé publique ne peuvent presque rien contre la dépendance des hommes à la cigarette. Et la nicotine, le principal ingrédient du tabac, a longtemps été pour les scientifiques le coupable idéal. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui comparent l'état de ces rats avec des rats contrôles ou normaux. Dans son laboratoire de Bordeaux, un haut lieu de l'étude des drogues, Martine Cador étudie le comportement des rats vis-à-vis de la nicotine. C'est vrai que la nicotine est une drogue d'abus paradoxale, puisqu'en fait, elle a des propriétés addictives extrêmement importantes, sans avoir pour autant des propriétés psychotropes très puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, la nicotine ne provoque pas de changement d'état de conscience, contrairement à ce qu'on observe avec l'alcool, ou avec la cocaïne, ou avec l'héroïne. Donc ici, le rat est placé dans une cage d'auto-administration avec à sa disposition 2 trous. Un trou qui va être renforcé, c'est-à-dire à chaque fois où l'animal va mettre son nez dans ce trou, l'ordinateur va activer une pompe qui va pousser une seringue et qui va donc délivrer dans la circulation veineuse de l'animal une quantité donnée de nicotine. Le trou dit non renforcé ne produit aucun effet. En quelques jours, le rat comprend comment s'injecter de la nicotine. Une forme de conditionnement qu'on appelle l'auto-administration. En dessous d'une certaine dose, l'animal ne perçoit pas la nicotine, donc ne s'auto-administre pas la drogue. Et au-delà de cette dose, la dose devient aversive. Donc en fait, on est obligé de travailler avec une fourchette extrêmement réduite. Et contrairement à la cocaïne, l'animal consomme assez peu.
Pour agir, la nicotine, comme toutes les drogues, pirate le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Si la nicotine favorise la mémoire et la concentration, c'est parce qu'elle pirate le réseau qui est responsable de ses fonctions dans le cerveau. C'est le réseau de l'acétylcholine, ACH. Ces récepteurs s'appellent d'ailleurs les récepteurs nicotiniques. Mais la nicotine est beaucoup plus forte que l'acétylcholine. Elle déclenche la libération d'un autre neurotransmetteur, la dopamine. Une molécule qui est à l'origine de la sensation de plaisir que procurent toutes les drogues. Depuis quelques années pourtant, on sait que la nicotine n'est pas la seule coupable. On la soupçonne d'avoir des complices. Une des hypothèses que nous testons ici au laboratoire, c'est effectivement de savoir si dans le tabac, en fait, il n'y aurait pas d'autres substances qui favoriseraient justement la propriété addictive de la nicotine. Ces substances agiraient directement sur la dopamine, la molécule du plaisir. Quand elle a achevé sa mission, la dopamine est recaptée dans son neurone d'origine. À ce moment, une molécule est censée la détruire. C'est la monoamine oxydase, ou MAO. Quand on fume une cigarette, un produit chimique empêche la MAO de détruire la dopamine. On dit qu'il inhibe la monoamine oxydase. Résultat, la dopamine stimule ses récepteurs plus longtemps que prévu et crée plus de plaisir. Ce mécanisme a même un effet antidépresseur. Nous, ce qu'on étudie au laboratoire, c'est comment le fait d'avoir des inhibiteurs de monoamine oxydase va augmenter le pouvoir addictif de la nicotine. Donc on fait ça sur des animaux, des rats, qui sont placés en situation d'auto-administration intraveineuse de nicotine. Et on a deux groupes de rats. Un groupe de rats qui est mis donc en situation où il peut s'auto-administrer uniquement de la nicotine, et un autre groupe de rats qui a accès à la nicotine plus des inhibiteurs de monoamine oxydase. Et en fait, on s'aperçoit, dans les premiers résultats qu'on a pu obtenir au laboratoire, que ces animaux qui ont accès à la nicotine plus les inhibiteurs de monoamine oxydase s'auto-administrent plus de nicotine et sont capables de travailler beaucoup plus pour obtenir une injection de nicotine. C'est-à-dire que leur niveau de motivation, la motivation qu'ils montrent pour s'auto-administrer la drogue est beaucoup plus importante. Conclusion de l'expérience, la nicotine n'est probablement pas la seule responsable de l'addiction à la cigarette. Mais quelles sont les autres molécules impliquées? Les scientifiques essaient encore de les identifier. Il faut dire qu'ils ont le choix. On sait qu'il existe jusqu'à 4000 produits chimiques dans la fumée du tabac. Si certains jouent sur la dépendance,
Une 60aine d'entre eux sont toxiques et cancérigènes. On comprend mieux pourquoi fumer tue. Des cancers aux maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes meurent de la cigarette tous les ans dans le monde. You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir vite. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Et elle fumait, comme des sapeurs, comme si déjà elle voulait battre l'homme sur son propre terrain. Concours de la plus jolie fumeuse en 1927. Pour ces dames, l'herbe à Nico remplace soudain le thé de 5 heures, la garçonne s'efface dans des volutes de paradis artificiels et Marilyn Monroe perce déjà sous la femme sapeur. Mademoiselle Maud Lottie est proclamée la plus gracieuse fumeuse de France du concours organisé par le fumeur et par Paris qui chante. Concours de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts? 1930. Aux hommes, comme d'habitude, il reste l'effort athlétique, la rage de vaincre les femmes à la pointe du mégot, même si certains retrouvent au Monsieur Freud des gestes d'enfants pour suçoter leur cigarette, comme la tétine d'un biberon. La cigarette n'a fait son apparition que dans la première moitié du 19e siècle. Elle est rapidement produite à une échelle industrielle, mais c'est au 20e siècle que la consommation explose, encouragée notamment par les distributions gratuites aux soldats. Aujourd'hui, l'industrie du tabac fabrique tous les ans 5500 milliards de cigarettes. Let me take your hand, try to understand. I will always care. Campagne choc, augmentation des prix, interdiction de fumer dans les lieux publics, la consommation de tabac est en baisse dans les pays développés. Mais les industriels de la cigarette ne risquent pas de faire faillite. Dans les pays pauvres, un homme sur 2 est un fumeur. Les scientifiques pensaient peut-être tout savoir sur la nicotine, mais elle leur réserve encore quelques mauvaises surprises. Pier Vincenzo Piazza la soupçonne même d'endommager les neurones. Quand on arrête de fumer, un des effets fondamentaux du sevrage, c'est des perturbations de mémoire, des perturbations cognitives importantes. Donc la question, c'est de savoir comment ça peut arriver. On a découvert qu'en fait, il y a des zones spécifiques du cerveau où il y a une très grande régénération des neurones. Donc il y a des neurones qui sont régénérés de façon continue. Et dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ces nouveaux neurones paraissent être importants pour la mémoire. Donc on a essayé de voir quels étaient les effets de la nicotine sous ces neurones immatures, sous des neurones bébés, mais dans les cerveaux adultes, et qu'ils servent donc à certains processus cognitifs. Et on a vu que la nicotine a des effets énormes et négatifs sur ces neurones. En fait, elle a réduit la production d'à peu près 50%. Donc, elle tue ou elle bloque la production de nouveaux neurones dans cette zone du cerveau d'à peu près 50%. Aujourd'hui, personne ne sait si ces dommages sont réversibles. Des liens encore plus forts unissent la nicotine et la mémoire. Grand connaisseur de l'action de la nicotine, Hervé Alain n'est pourtant pas un expert de la cigarette, mais un spécialiste de la maladie d'Alzheimer.
La maladie d'Alzheimer, c'est bien alors dans le temps on disait une dégénérescence des neurones, c'est-à-dire que nos neurones, c'est les cellules nobles du cerveau, ce sont des cellules qui assurent entre autres la synthèse de neurotransmetteurs, ces substances qui servent aux connexions entre les différentes zones dans le cerveau. Donc ces cellules dégénèrent, elles meurent. Donc tout l'enjeu aujourd'hui de la recherche, c'est d'essayer de comprendre quel est le signal qui a été donné à ces neurones pour mourir. C'est par la mort de ces neurones que commence la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui entraîne de graves troubles de la mémoire et du jugement et qui touche 15 millions de personnes dans le monde. Ça a été une grande découverte de voir que c'était les neurones de l'hippocampe qui souffraient les premiers, car l'hippocampe, c'est un peu le disque dur de notre mémoire. C'est là où l'information, les souvenirs, vont commencer à être stockés. Et une fois que l'hippocampe a fait son travail, la mémoire à long terme va être, comme dans une bibliothèque, disposée dans différentes zones du cortex. Dans la maladie d'Alzheimer, les neurones qui meurent sont précisément ceux qui fabriquent le bibliothécaire de nos souvenirs, l'acétylcholine. Comme la nicotine agit exactement sur les mêmes récepteurs, les scientifiques se sont inspirés de l'action de la cigarette dans le cerveau pour créer les premiers médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Des médicaments qui retardaient l'évolution de la maladie en ciblant les récepteurs nicotiniques. Donc il y a une pharmacologie des récepteurs nicotiniques qui répond à la même stratégie ou à la même hypothèse donc, de ce déficit en fonctionnement de l'acétylcholine dans le cerveau. Mais au lieu d'agir sur le neurotransmetteur lui-même, on va agir sur les récepteurs. Alors vous allez me dire, autant donner du tabac aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On a longtemps cru, en effet, que le tabac était un facteur de protection. Plus d'accord avec cette hypothèse du tabac qui protège, tout simplement parce que le tabac peut être un facteur de détérioration quand même intellectuelle, mais pas du tout à cause de son impact sur les récepteurs nicotiniques, qui vraisemblablement est bon, mais à cause d'un impact mauvais sur la vascularisation du cerveau. La vascularisation, c'est tout simplement le réseau des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Chez les fumeurs, ces vaisseaux se détériorent. Plus d'1 milliard de fumeurs, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est rien à côté des 2 milliards de buveurs occasionnels que compte la planète. En vente libre dans la plupart des pays du monde, l'alcool est obtenu par la fermentation de fruits et de céréales riches en sucre ou par distillation. Les mots alcool et drogue sont rarement accolés.
en particulier en France où pourtant 20% de la population abuse de la boisson. Au service addictologie de Philippe Battel, l'alcool représente 80% des consultations. L'alcool, drogue, ça fait bondir beaucoup de gens, pas simplement les alcooliers et les viticulteurs. Ça fait bondir un ministre de la Santé, M. Mattei, dans une émission grand public, a dit « Ah non, l'alcool, c'est pas une drogue », et d'ailleurs, il y a bien des scientifiques pour le dire. Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser. Si une drogue, c'est un produit qui va potentiellement, chez un sujet qui l'utilise, engendrer une dépendance, il n'y a pas photo, l'alcool est une drogue. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non? C'est sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh, bah, moi, j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Si on doit prendre comme marqueur le nombre de décès, alors évidemment, il faut mettre le paquet sur l'alcool. 45 000 personnes par an en France, 3 canicules depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable? And so this is Christmas. Anybody think we should take down? You want just because. And so this is Christmas. Les campagnes de prévention mettent invariablement l'accent sur les dangers de l'alcool au volant. Elles oublient les violences familiales et les dépressions qui accompagnent souvent l'alcool. L'alcoolisme, quant à lui, paraît anecdotique dans les messages de santé publique. Il touche pourtant 76 millions de personnes dans le monde. Et l'alcool, comme toutes les drogues, modifie le cerveau en profondeur. Let's hope it's a good one. Son impact sur le cerveau est même si complexe que les chercheurs comme Philip Gorwood le surnomment la drogue sale. Et l'alcool a en plus une particularité qui va le rendre encore plus compliqué dans son analyse, c'est qu'il a une diffusion extraordinaire. C'est une molécule toute petite, hein. Elle a la particularité de passer à travers la membrane cellulaire et donc de diffuser très facilement dans le cerveau, dans le placenta, dans le neurone même. Mais l'alcool va agir donc sur plein de récepteurs différents et même à l'intérieur de la cellule, ce qui la rend très compliquée parce qu'on ne peut pas regarder un récepteur qui va être au carrefour clair des effets neurologiques et centraux, psychologiques, observés suite à la consommation d'alcool. La plupart des drogues concentrent leur action sur un certain type de récepteur. Le principal ingrédient de l'alcool, l'éthanol, tape sur presque tout le système. Il touche les réseaux de l'acétylcholine, de la dopamine, du glutamate et surtout du GABA. Dans un cerveau sans alcool, le GABA agit comme le grand ralentisseur de l'activité des neurones. En ciblant les récepteurs du GABA, l'éthanol exagère le ralentissement du cerveau. C'est à cela qu'on doit l'effet relaxant de l'alcool, mais aussi la somnolence et l'amoindrissement des réflexes qui sont responsables d'un tiers des accidents mortels sur la route. Le monde entier a tendance à réduire sa consommation d'alcool, mais les jeunes femmes en particulier, boivent de plus en plus et de plus en plus tôt. Une précocité qui les rend plus vulnérables à l'alcoolisme. Dans nos sociétés, rien de plus banalisé que la consommation d'alcool. De l'apéro au bon dîner, tous les prétextes sont bons pour boire un verre.
Pour les scientifiques, pourtant, l'alcool est une drogue au même titre que la cocaïne et l'héroïne. La répétition de l'activité de l'alcool va amener à des effets d'adaptation. L'organisme, il a une philosophie dans la vie, c'est l'homéostasie. Alors c'est un terme un peu barbare, mais pour dire quelque chose de simple, c'est le retour à un état d'équilibre. Il n'y a pas plus conservateur que le cerveau et que l'ensemble des organes humains. Donc quand quelque chose vient modifier son dynamisme, il va systématiquement chercher à le ramener à un niveau plus adapté à son moyen de fonctionnement habituel. Comme l'alcool stimule beaucoup le GABA. Le GABA, c'est un frein, on disait c'est un neuromodulateur. Donc qu'est-ce que va faire l'organisme pour lutter contre cette inhibition? Parce qu'il a besoin de fonctionner, le cerveau, pour fonctionner tous les jours. Se réveiller le matin, aller chercher de quoi manger, aller au travail pour pouvoir y manger. Donc tout ça, ce sont des fonctions essentielles. L'organisme va faire quoi? Eh bien, il va désensibiliser les récepteurs au GABA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il va y avoir moins de récepteurs au GABA afin d'éviter d'être trop freiné. C'est ce type d'adaptation qui finit par ancrer l'alcoolisme dans les neurones. Le cerveau est contraint d'inventer un nouvel état d'équilibre. Quand un alcoolique arrête de boire, l'équilibre précaire de son cerveau s'effondre. C'est ce qui crée l'état de sevrage. Ça se manifeste le matin par une nervosité, par des tremblements qui sont fins des extrémités, par une confusion anxieuse, parfois une petite obnubilation, et puis des sueurs et une tachycardie. Si ces symptômes ne sont pas traités, et en règle générale, ils sont traités par un sujet alcoolodépendant, par le fait qu'il s'alcoolise pour les diminuer, eh bien, dans la journée et dans la matinée, et parfois d'une manière extrêmement rapide et fulgurante, va se développer un grand syndrome de sevrage, avec là des tremblements qui vont intéresser tout le corps. Sur le plan psychique, l'obnubilation va laisser place à une véritable confusion avec des éléments qui sont délirants et qui sont liés à une disperception, c'est-à-dire le fait que le sujet va interpréter dans son champ visuel des objets sur lesquels il va construire une image. Par exemple, et on le voit très bien dans la littérature et dans les films, dans le délirium tremens, il va interpréter la présence d'une chaussette comme un rat, et il va voir des milliers de petits rats au fur et à mesure envahir son champ visuel, ce qui est extrêmement angoissant. Cet embrasement cérébral peut conduire à des crises convulsives généralisées et, dans des cas relativement rares, 6%, à la mort du sujet par une hyperexcitabilité cérébrale et une grande déshydratation. Par un mécanisme encore mal connu, l'alcool provoque une libération de dopamine dans une petite région du cerveau qui gère les sensations de plaisir, le noyau accumbens. Un processus commun à toutes les drogues et qui joue un rôle crucial dans l'installation de la dépendance. Depuis quelques années, les techniques d'imagerie médicale permettent à des chercheurs, comme Jean-Luc Martineau, de mesurer les dégâts de l'alcool sur l'ensemble du cerveau. On a commencé à étudier des patients ayant une consommation régulière d'alcool il y a une quinzaine d'années. On a commencé déjà à vouloir savoir quelle était la consommation d'énergie des différentes régions du cerveau chez ces patients et si elle différait par rapport à des sujets normaux. On s'est aperçu qu'il y avait une diminution considérable du métabolisme du glucose. Et le glucose est la seule source d'énergie du cerveau dans toutes les parties antérieures du cerveau. On s'est aperçu, quand on a essayé de regarder s'il existait des relations entre la consommation d'énergie des régions antérieures du cerveau et les performances
de ces sujets à des tests qui avaient une corrélation, c'est-à-dire que moins l'activité énergétique était importante, moins ces patients performaient correctement à des tests de sélection d'informations, à des tests de mémoire immédiate ou à des tests de supervision, d'exécution des comportements. Dans les années suivantes, on a voulu savoir si derrière ces altérations fonctionnelles, il existait des modifications de la structure même du cerveau. Pour ça, on a utilisé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui donne d'excellentes images de la forme du cerveau, de son anatomie, de la matière grise et de la matière blanche. La matière grise n'est pas qu'une expression. Elle désigne l'ensemble des corps des neurones, c'est-à-dire leur noyau. Quant à la matière blanche, elle constitue le câblage de ces neurones, le réseau par lequel transite l'information dans le cerveau. On a étudié le même type de patients, c'était des patients hospitalisés dans le service du professeur Reynaud, un service d'addictologie à Villejuif. Ces patients avaient une consommation régulière d'alcool, demandaient à être sevrés de cette consommation, mais n'avaient aucun critère de gravité autre, aucun autre signe de souffrance corporelle. Chez ces patients, il y avait, d'après l'IRM, et les mesures qu'on a pu en faire en utilisant des logiciels un peu spécialisés pour quantifier la matière grise et la matière blanche, il y avait des diminutions de la matière grise très marquées dans les régions antérieures du cerveau, dans les régions frontales, c'est les parties à l'avant du cerveau, et dans les régions frontales médianes, c'est-à-dire entre les deux hémisphères. La nouveauté de ces dernières années, c'est que les techniques d'analyse d'image montrent que même dans le cas de consommation modérée, on peut détecter des altérations non seulement du fonctionnement, mais de la structure et de l'ultrastructure même du cerveau. Ce que ces images montrent, c'est que l'alcool à haute dose atrophie le cerveau. Les altérations très graves que constatent les chercheurs se voient même à l'œil nu chez certains alcooliques. On ne sait pas très bien si ces données sont réversibles. On pense que ça peut être réversible à l'arrêt de l'alcoolisation. Je suis un peu effrayé de ces résultats. Je trouve qu'ils montrent que l'alcool est vraiment un produit encore plus toxique que ce que j'imaginais. Depuis longtemps, les spécialistes de l'alcool cherchent à identifier les facteurs de vulnérabilité de l'alcoolisme. Et c'est la génétique qui commence à apporter de vraies réponses. Les facteurs qui font qu'on devient alcoolodépendant, c'est très très compliqué parce que c'est un mélange de facteurs culturels, familiaux, éducatifs, tempéramentaux, de pathologies psychiatriques aussi et de facteurs génétiques. Et l'ensemble amenant à un mélange qui est compliqué à discerner et qui fait que certains sujets sont effectivement plus à risque que d'autres. Il se trouve, et on va commencer déjà à voir un peu les facteurs génétiques, qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et il y a en France entre 2 et 5%, dans une toute petite partie de la population, qui n'est pas très douée pour éliminer la molécule alcool. Parce qu'elle n'a pas un bon capital génétique, peut-être d'ailleurs qui n'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas pour la capacité à éliminer l'éthanol, et qui va faire que le métabolite de l'alcool, c'est-à-dire le premier produit de dégradation de la molécule alcool, va être accumulé rapidement dans le sang. Et ce métabolite, il est extrêmement désagréable à supporter. On a des sensations de rougeur, de pâleur, de nausée, parfois de vomissement, de malaise, qui vont faire que la moindre consommation d'alcool va être cataclysmique. Les Français, je disais, ont entre 2 et 5% de sujets qui tolèrent mal l'alcool. Les Orientaux, la Corée, le Japon, ont plus de 40% des gens qui y habitent qui ont cette intolérance à l'alcool.
Le gène qui est à l'origine de cette intolérance constitue un facteur de protection contre l'alcoolisme. À l'inverse, ceux d'entre nous qui résistent à l'alcool peuvent se retrouver sur une mauvaise pente. Le fait d'avoir une telle fréquence de la non-tolérance à l'alcool va amener à, bien sûr, une réduction du risque de l'alcoolodépendance. Quand vous prenez 3, 4, 5 bières et que finalement, vous ne perdez pas connaissance, même plus que ça, vous gardez un certain contrôle de vous-même, vous n'avez pas trop de troubles de la coordination motrice, vous avez l'air de ne pas être aussi intoxiqué que vos camarades qui ont bu à peu près autant, ça ne veut pas dire qu'aux fiertés nationales, je tiens bien l'alcool. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à risque d'alcoolodépendance. Pour établir l'importance du bagage génétique dans la naissance de l'alcoolisme, des scientifiques ont entrepris des études à grande échelle sur des vrais et faux jumeaux. Des études qui permettent de distinguer le poids des gènes et celui de l'histoire familiale. On a eu des progrès assez considérables il y a une vingtaine d'années, grâce à 2 techniques un peu bizarres qui permettent d'essayer de discerner ce qu'on avait beaucoup de mal à séparer initialement, les facteurs familiaux, éducatifs, le fait de vivre dans une famille avec un père alcoolique par exemple, ou des facteurs génétiques, le fait de recevoir des gènes de son père ou de sa mère. Et ça, c'est des techniques qu'on appelle les études de jumeaux, les études d'adoption, et on arrive comme ça à bien discerner ce qui revient à l'environnement familial partagé, ce qui revient aux gènes qu'on hérite des parents. Dans les études de jumeaux, il y en a maintenant à peu près une vingtaine dans le monde, avec maintenant plus de 10 000 jumeaux recrutés dans toutes les différentes nations. Donc on a des idées maintenant à peu près bien établies. Et contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, les facteurs génétiques sont bien plus importants que les facteurs familiaux partagés. Bien sûr que c'est pas neutre de vivre dans une famille où l'alcool coule à flot, où on banalise la consommation d'alcool quotidienne, ou même qu'on ait un parent qui lui-même a des disconsommations d'alcool. Mais en fait, le fait d'hériter des gènes qui favorisent la vulnérabilité pour développer ce trouble est plus important encore que les facteurs familiaux qui eux-mêmes n'ont pas d'effet nul. Les généticiens ont renoncé à trouver le gène de l'alcoolisme. En revanche, plusieurs gènes ont déjà été identifiés. Parmi eux, celui qui est responsable de la fabrication de l'un des récepteurs à la dopamine, le récepteur D2. Tout le monde a ce gène dans les chromosomes. Mais il peut se présenter sous différentes formes qu'on appelle les allèles. Chez une grande partie des alcooliques, cet allèle est un peu plus long que la normale. Une singularité qui semble perturber la fabrication des récepteurs D2. Une des formes du D2, du gène qui code pour le récepteur dopaminergique D2, elle est un tout petit peu plus importante chez les alcooliques que chez les sujets contrôle. Ça augmente de 30% le risque d'alcoolodépendance. Mais c'est ridicule, c'est pas ça qui explique la maladie. D'augmenter un chouïa le risque de maladie, c'est pas une explication scientifique de la présence du trouble. Mais c'est pas pour rien que c'est systématiquement présent. On retrouve aussi cette anomalie chez les consommateurs de cocaïne et d'héroïne. Beaucoup de scientifiques pensent aujourd'hui que ce gène représente l'un des principaux facteurs de vulnérabilité à la dépendance aux drogues. Mais il en existe d'autres, et les gènes seuls n'expliquent pas tout. J'ai fait donc pas mal d'études de génétique. À chaque fois que je trouve un facteur de vulnérabilité, je l'ai. Donc j'ai l'allèle S du transporteur de la sérotonine qui prédispose au risque suicidaire. J'ai l'allèle A1 qui prédispose à l'alcoolodépendance. Et je le dis régulièrement à mes patients et aux gens qui participent aux études génétiques parce que je m'en porte pas trop mal. C'est-à-dire que je sais que je peux peut-être être un peu plus vulnérable qu'un autre, mais comme beaucoup de gens qui ont connaissance de leur vulnérabilité, je fais un peu plus attention. Et bon,
prévenir, le réseau suicidaire, c'est pas très simple. Donc, si je suis déprimé, j'irai voir un psychiatre. Ça sera pas très facile, moi-même comme psychiatre, mais on en trouve. Et puis après, de toute façon, quand on a des gènes de vulnérabilité, ce n'est qu'une rencontre avec un environnement spécifique qui peut la développer. Hein. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi un axe qui se développe beaucoup dans la génétique des addictions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, quand on a un gène de vulnérabilité, c'est en rencontrant quel type d'événement, à quel moment, dans quelles circonstances, que la pathologie peut arriver à s'exprimer. Certains craignent désormais que le dépistage des gènes de vulnérabilité ne devienne systématique, encourageant employeurs et assurances à adopter des pratiques abusives. Une idée en complète contradiction avec la démarche des scientifiques, pour qui la vulnérabilité n'est évidemment pas une fatalité. L'alcool et le tabac bénéficient de tous les nouveaux outils développés pour étudier la chimie du cerveau, la génétique et la psychologie de l'addiction. Les scientifiques peuvent maintenant évaluer à sa juste mesure l'extraordinaire complexité de l'action de ces drogues dans le cerveau. Ce sont les drogues les plus consommées dans le monde et les plus dangereuses pour la santé. Longtemps victimes d'un déni collectif, elles sont désormais considérées comme des drogues à part entière. Demain, il sera question du cannabis. Si l'action de cette plante sur le cerveau n'est vraiment comprise que depuis quelques années, les scientifiques ont aussi fait des découvertes surprenantes. L'utilisation du cannabis semble en effet ouvrir de nouvelles perspectives au traitement de l'obésité, de la douleur, de l'anxiété et même de la sclérose en plaques. À demain ici et tout de suite sur le net.